Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec entreprises et médias, associations et think tanks des directeurs de communication des grandes entreprises et organisations. Alors chaque mois, vous le savez, on décortique ensemble les grands enjeux auxquels doit faire face la communication d'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Et ce mois-ci, je vous propose de nous intéresser de plus près à la communication en France des géants américains. De quelle liberté disposent-ils vis-à-vis de leur siège? À quelles différences culturelles sont-ils confrontés? Et sont-ils confrontés également à de l'American bashing? Et si oui, comment y font-ils face? Réponse tout de suite dans Smartcom. Et avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Gabrielle Doba-Pantanache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente communication et relations publiques de Netflix. Stéphanie Glémaud, directrice de la communication d'IBM France. Bonjour. Bonjour. Et Emmanuel De Carlo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente affaires publiques, communication et RSE de Coca-Cola Euro-Pacific Partners. D'abord, moi, je voudrais connaître à toutes les trois un petit peu le contour de vos actions. Parce que vous êtes effectivement en France, vous travaillez pour des groupe américain. Anne-Gabrielle, quel est votre périmètre? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez le droit de faire, d'autres pas? J'imagine que oui. Il y a des choses qui sont du précaré de votre siège américain? Alors déjà, mon périmètre, c'est effectivement la communication, les relations publiques, les relations presse, enfin la communication dans son ensemble, à la fois sur la marque, la réputation de Netflix en France, et également sur nos titres, puisqu'on est une entreprise avant tout de contenu. On produit des séries, des films, des documentaires. Donc on accompagne la communication autour de ces titres et l'accompagnement également de tout ce qu'on appelle les talents, donc les acteurs et les réalisateurs lorsqu'ils se déplacent en Europe ou en France. On a plutôt une assez grande latitude parce qu'effectivement, si je rebondis sur votre titre Qualcomm pour des géants américains, on reste quand même un groupe relativement modeste. On est 10 000 employés dans le monde. On a ouvert notre bureau à Paris il y a 2 ans. On est maintenant 85 collaborateurs, ce qui nous confère quand même une certaine agilité, et on y reviendra peut-être après, mais une culture d'entreprise très singulière qui fait que lorsque, par définition, vous travaillez sur des contenus, donc vraiment vous créez des séries, des films, des documentaires locaux avec des boîtes de production locales, des artistes locaux, c'est très important de faire corps finalement avec la culture d'entreprise locale pour tout simplement être authentique dans cette fabrication de contenu. Donc par conséquent, la communication découle de cela. Et donc on a beaucoup d'autonomie par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir par le passé. Stéphanie, autonome ou pas autonome alors? Je dirais plutôt autonome. Après, certainement moins autonome que dans une entreprise ayant son siège en France. Ça dépend des sujets. Moi, je dirais, par exemple, lorsqu'on communique sur nos actions locales, on est totalement autonome. Après, notre mission, bien entendu, c'est de récupérer les informations de Worldwide, de les adapter à nos publics, à nos préoccupations. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là. Emmanuel, vous, c'est un cas un peu particulier parce que vous êtes une entreprise presque dans une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a Coca-Cola effectivement, mais il y a aussi cette entité donc Euro-Pacific Partners qui est vraiment sur l'Europe et le Pacifique. Alors comment est-ce que vous jugulez entre les deux? Alors j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 Coca-Cola. Donc il y a la Coca-Cola Company qui est la grande worldwide company que tout le monde connaît, qui est dispositaire des droits sur la marque et qui a la formule magique. Donc quand vous voyez une publicité à la télévision, les grandes campagnes marketing, c'est la Coca-Cola Company qui donne des licences exclusives à des embouteilleurs locaux pour commercialiser, distribuer, embouteiller ces produits en local. Et donc nous intervenons dans 27 pays en Europe et sur l'Asie et le Pacifique. Mais c'est pas parce que vous êtes embouteilleur que vous êtes complètement séparé de Coca-Cola. J'imagine qu'il y a une influence, c'est quand même la même marque. Nous travaillons effectivement ensemble. Nous avons des actions très fortes. Nous avons nous-mêmes notre propre siège qui est basé à Londres, donc en Europe. Et pour parler d'autonomie, en fait, nous sommes avant tout français en France. Coca-Cola est présent en France depuis plus de 100 ans maintenant. Donc on a évidemment des grandes campagnes de communication plus corporate qui nous vient d'Atlanta ou de Londres, mais également avec beaucoup de marge de manœuvre finalement et d'adaptation. Quand on a fêté les 100 ans de Coca-Cola en France il y a 2 ans maintenant, on a eu nos propres campagnes de communication. Et puis quand il y a des grands événements, par exemple sportifs, c'est une autre illustration. On a nos propres, par exemple, campagnes avec les joueurs de l'équipe de France ou l'équipe de foot. Et là, on est en train de travailler, par exemple, sur un
événement extraordinaire qui va se passer à Paris en 2024, qui sont les Jeux Olympiques Paris 2024. Et là, nous avons effectivement, nous sommes en train de travailler sur des gros plans, des grands plans qui seront extrêmement locaux et qui pour avoir de l'impact. Encore une fois, il s'agit ici d'avoir de l'impact et d'être au plus près de nos consommateurs. C'est marrant parce que je n'avais pas du tout pensé prendre le sujet par ce bout-là, mais en fait, la première chose que vous me dites, c'est OK, on est américain, mais surtout, on est local. Vous-même, Anne-Gabrielle, vous avez commencé par ça? Oui, parce que, alors, si je reviens effectivement sur le rôle de Netflix, c'est vraiment développer des productions originales, donc surtout maintenant qu'on se développe de plus en plus en Europe, et à chaque fois qu'on ouvre un bureau, cela va de pair. Donc, on a ouvert un bureau à Paris, à Berlin, à Istanbul, à Stockholm, bien sûr en Grande-Bretagne et Amsterdam, qui est notre siège européen. Encore une fois, si vous voulez produire des contenus qui résonnent, qui sont authentiques par rapport à ce que attendent les Français, et la mission avant tout, c'est de faire des contenus qui vont marcher en France. Et la cerise sur le gâteau, c'est lorsqu'ils résonnent dans le monde entier. Par exemple, c'est le cas de Lupin, qui est une histoire très française, qui est vraiment un twist par rapport vraiment aux nouvelles de Maurice Leblanc. Ce n'est pas une adaptation, c'est un petit twist auquel on a procédé, mais qui résonne avec énormément les codes de la culture française. Je veux dire, l'un des acteurs de cette série, c'est Paris. Et donc, pour toutes ces raisons, avec Omar Sy vraiment en rôle titre. Et donc, c'est très important pour ça de comprendre effectivement ce qui importe aux Français, de comprendre la culture française. Et sinon, vous faites quelque chose qui est complètement plaqué et qui sonnera faux, et donc, du coup, qui résonnera beaucoup moins dans la tête des spectateurs. On a également des contenus internationaux, puisque nous, à chaque fois, c'est produire des contenus locaux qui rayonnent de par le monde. Donc, on a des contenus, effectivement, vous pouvez avoir la série Ethos qui vient de Turquie, The Queen Gambit, La Casa del Papel qui vient d'Espagne. Donc nous, notre pari, c'est le local qui rayonne dans le monde entier et qui permet effectivement de faire découvrir des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs locaux qui donnent à voir au monde entier une autre culture. Donc si j'ai envie de dire, c'est consubstantiel à notre modèle d'entreprise. Oui, je comprends bien que Netflix a cette particularité d'être peut-être très multiculturel, on va dire comme ça. Peut-être moins le cas pour IBM. Est-ce que vous êtes obligé d'adapter certaines choses à la culture française ? Écoutez, la différence dans nos secteurs d'activité qui sont assez différents, c'est que moi, mes clients, ce sont les entreprises. Donc, on est en B2B. Nous, on aime dire, en fait, chez IBM, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, on prend le meilleur de la technologie américaine et on l'adapte avec les entreprises françaises pour, justement, les aider elles-mêmes à se développer. Et donc, nous, on est vraiment... en fait, on travaille avec les usages. Les usages en France, quels sont-ils? Quels sont les besoins? Technologie, tout le monde le sait. Technologie américaine, tout le monde s'en sert aujourd'hui. Et on les adapte vraiment et on co-crée avec nos clients. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous me dressez un tableau qui est quand même très idyllique. Il n'y a pas un moment où vos maisons mères disent « Ah non, ça, surtout, chasse gardée, vous n'y touchez pas », par exemple? Bien sûr, ça peut arriver, mais ça va être des messages très corporate sur une décision les résultats, l'annonce des résultats du groupe, évidemment. Là, on va les recevoir. On va pas les retravailler, nos résultats. Non, voilà, mais la communication financière est effectivement un exercice toujours très à part. Après, sur notre raison d'être, la raison d'être en fait, de l'entreprise, on a tous la même, c'est-à-dire de rendre le monde meilleur. Enfin, on ne va pas toucher ce genre de message. Après, on adapte tout ce qui va être communication interne. On crée nos propres communications internes parce que nos cultures ne sont pas les mêmes. Donc, je pense que oui, c'est vraiment le mélange on prend vraiment le meilleur des deux mondes. Emmanuel, vous, quelle est la chasse gardée alors du siège? Alors, il y a la chasse gardée. Alors, ce ne sont pas des chasses gardées, hein, mais comme tu parlais de la communication financière ou des grands engagements ou des grandes campagnes très, très corporate. Mais encore une fois, on est avant tout français en France. C'est ça qui est vraiment important puisque nos consommateurs sont français. Nous avons 5 usines en France, 2500 salariés en France. 90% des produits qui sont consommés en France sont fabriqués en France. On utilise du sucre de betterave français. Donc, encore une fois, on est très, très intégrés dans l'ensemble de notre chaîne de valeur, dans nos territoires en France. Donc on a une culture très forte de ça dans l'ancrage local, avec une vraie volonté de le valoriser. Anne-Gabrielle, si je dis, allez, la stratégie, ça relève du worldwide ainsi que les finances, et après, en revanche, l'application, c'est local.
C'est un résumé ou... Non, parce que sur beaucoup de sujets qui sont extrêmement franco-français, si je prends un sujet plus réglementaire, par exemple la transposition de la directive audiovisuelle en France, on a eu complètement les coups des franches et ça a été justement une approche et une stratégie complètement française parce que la France était le premier pays à transposer cette directive et donc du coup c'était très important d'avoir une approche, une compréhension française par rapport aux parties prenantes françaises. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que si on prend le sujet par exemple de la culture ou du divertissement, en France, il y a une spécificité qui est cette exception culturelle française. La culture relève effectivement, j'ai envie de dire, ça s'est presque porté à la notion d'art, d'une approche très politique, très volontariste. Aux États-Unis, on y accorde beaucoup d'importance, mais j'ai envie de dire, ça serait plus traité comme de l'entertainment, du divertissement, qui est plus une approche plus business. Il n'y a pas une qui est moins ou moins bien que l'autre, mais en revanche, si vous ne comprenez pas le terrain dans lequel vous opérez, vous serez complètement dissonant. Donc c'est très important de se dire qu'effectivement, en France, il y a des traditions. C'est un pays qui a effectivement toute l'histoire du cinéma derrière lui. Donc forcément, lorsqu'on travaille avec l'écosystème du cinéma, l'écosystème des boîtes de production pour les séries, les documentaires, si vous ne comprenez pas là où vous êtes, cette histoire, cet enjeu de transmission, vous ne pourrez pas effectivement nouer des partenariats qui seront fructueux sur le long terme et effectivement durer. Donc c'est très important. Et donc à partir du moment où vous avez la volonté effectivement de proposer, comme vous disiez, le meilleur des deux mondes et d'avoir une approche long terme et durable, vous devez travailler avec les codes du pays et vraiment comprendre là où vous êtes et ne pas être là en tant que disrupteur. Donc là, en revanche, où on essaie d'apporter, j'ai envie de dire peut-être notre petite sauce, c'est que sur certains sujets, comme par exemple, si je reviens sur les séries, aux États-Unis, il y a effectivement une pratique sur l'écriture sérielle où vraiment il y a des séries de grande qualité qui ont été créées depuis longtemps. Et effectivement, je pense qu'on peut apporter des choses là-dessus. Donc là, on va apporter, on va collaborer en beaucoup de partenariats avec des associations locales, avec des écoles, la FEMIS, des associations pour encourager la diversité à l'écran, devant et derrière la caméra, en faisant des ateliers d'écriture. Mais là, effectivement, j'ai envie de dire, on essaie d'apporter quelque chose de notre patte qui pourrait être utile pour tout un écosystème et faire émerger les générations de demain. Stéphanie, vous la gérez comment, la différence culturelle ? Il y a des choses que vous devez là aussi adapter, j'imagine, et qui sont peut-être difficiles à faire comprendre au siège américain ou pas ? Non, en fait, moi, je reporte très peu au siège américain. On est vraiment... la culture, en fait, d'IBM est énormément dans l'initiative, la prise d'initiative, la valorisation de l'autonomie, de l'indépendance. Donc, moi, je n'ai pas reporté sur ces sujets. Alors, la différence culturelle, elle va être... je dirais que pour moi, la surprise, j'ai toujours travaillé, en fait, pour des sièges d'entreprises françaises. C'est la première fois que je travaillais pour une entreprise américaine. Et ma surprise a plutôt été positive, c'est-à-dire beaucoup plus d'inclusion. En tout cas, c'est vraiment ancré. C'est dans les entreprises françaises, je ne dis pas qu'elles ne sont pas inclusives, mais c'est venu plus tard. Là, je vois que c'est vraiment extrêmement ancré. L'acceptation de la différence. Je vois, quand je parle d'inclusion en termes d'exemple, chez IBM, on a 6,9% de personnes en situation de handicap qui sont salariées chez IBM. Et je crois que la moyenne, ça doit être 2%. Ouais, donc on est vraiment sur des... en tout cas, la moyenne dans notre secteur d'activité, c'est 2%. Et je crois que ça doit être 3,5% sur les autres. Donc on est... la différence culturelle, sur les sujets, en tout cas de technologie, je ne les sens pas. Moi, je ne les vois pas. Je travaille au quotidien avec des équipes internationales. Je pense qu'aujourd'hui, on est au-delà de tout cela, en fait. C'est la culture on est dans une culture mondiale avec des spécificités locales. Et puis, j'ai exactement la même histoire qu'Emmanuel. C'est que nous, IBM, c'est quand même une entreprise, on est depuis 1914 en France. Et aujourd'hui, on nous pose encore ces questions. Nous sommes des entreprises, en fait, françaises.
et on se développe en France avec des sièges à l'international. J'entends bien qu'effectivement vous êtes toutes les trois impliquées en France, que vous avez des usines ou des collaborateurs en tout cas nombreux en France. Néanmoins, vous véhiculez forcément l'image d'un géant américain. Alors on ne va pas employer le terme GAFA parce que ce ne serait pas exactement ça, mais on est quand même un peu dans cet environnement-là. Et en tout cas, dans l'imaginaire collectif, il y a souvent le méchant américain, trop gros, qui va détruire mes emplois ou qui va faire de la malbouffe. Est-ce que vous êtes confronté à ce type de discours, Emmanuel ? Quand on travaille chez Coca-Cola, on y est confronté tous les jours. C'est ça. Je vous le confirme. Donc l'entreprise porte le nom de la marque iconique qui déchaîne, j'ai tendance à dire, haine et passion dans les mêmes extrêmes. Il y a rarement un juste milieu, soit on aime, soit on déteste. Et du coup, on est des entreprises qui sont bien évidemment très, très exposées et qui nous obligent à être encore plus exemplaires. On est par ailleurs leader du marché des boissons rafraîchissantes sans alcool en France. Et donc, on a un devoir d'exemplarité et de leader qui est juste... on ne peut pas s'en exonérer. Donc, quand on met en place des nouvelles stratégies ou quand on s'engage sur des sujets de société ou environnementaux, si on s'engage et si on y va, il faut qu'on soit sûr de nous et qu'on ait les actions qui viennent corroborer tout ce qu'on met en place. Ça a été le cas, par exemple, on a pris des engagements il y a un an maintenant sur le net zéro en 2040. Il y a un énorme plan d'action qui a été mis en place, qui n'est même pas un plan d'action, qui est un plan de transformation en profondeur de l'ensemble de l'entreprise et qui porte en particulier sur ce que j'ai tendance à dire, ce qu'on voit en plus de manière plus importante quand on présente nos boissons en point de vente, qui est l'emballage. 53% de nos émissions carbone nous viennent de l'emballage. Ouais. Donc on peut pas s'exonérer d'un plan d'action solide sur le sujet. Et donc du coup, on a mis en place des plans d'action qui sont extrêmement forts et sur lesquels il faut qu'on soit extrêmement rigoureux et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ça nous oblige à être exemplaires et parfait, j'ai presque tendance à dire, dans la manière dont on avance. Stéphanie, vous êtes confrontée, vous, à ce genre de discours ou ça vous concerne assez peu ? Je dirais qu'être une entreprise, en tout cas avoir un siège américain, c'est un avantage et c'est vraiment aussi un défi. C'est un avantage parce qu'on bénéficie d'une image quand même très positive, innovante, technologique, donc là, surtout auprès de nos partenaires. Mais de temps en temps, quand même, ça peut susciter un peu de méfiance. Donc nous, je dirais notre défi, c'est le défi de la confiance. C'est de réussir justement à ce qu'on ait confiance en nous, à ce qu'on nous donne. Et donc pour cette confiance, c'est pour ça que nous, on est vraiment en mode de co-construction, de co-création avec nos clients. Et nous, c'est vrai c'est un positionnement et ça va nous permettre justement de relever ce défi de la méfiance, parfois. Anne-Gabrielle, vous, quelles sont vos relations avec, par exemple, vous parliez tout à l'heure de transposer une directive européenne en France. Quelles sont vos relations, par exemple, avec les politiques en France ? Est-ce que vous êtes perçu comme le méchant américain ? Parce qu'auprès du consommateur, j'imagine que vous avez un capital sympathie assez fort. Oui, mais... alors non, je crois qu'on a plutôt une bonne image parce que ils ont pu quand même se rendre compte et attester qu'on était extrêmement engagés, que justement on avait cette autonomie de discussion, de négociation qui nous donnait une assez grande liberté de manœuvre et donc du coup en arrivant avec des propositions assez nouvelles, on essaie aussi d'être innovant dans notre façon de procéder et pas j'ai envie de dire, d'imposer un playbook, si je puis dire. Après, de façon générale, je pense que de la même façon que Stéphanie et Emmanuel, moi, mon point de vue, c'est qu'effectivement, on est américain, on le sera toujours. Je dis toujours en rigolant à mes équipes que, effectivement, notre travail, c'est d'essayer de prouver tous les jours, effectivement, que l'on fait ce que l'on dit, qu'on apporte des preuves, effectivement, d'engagement et que c'est pas que du bullshit com, puisqu'on parle de cette émission qui parle de la com et qu'on fait ce que l'on dit. D'ailleurs, dans tous nos engagements, comme beaucoup de boîtes américaines, on a des KPI, donc on mesure ce que l'on fait justement pour pas être que dans le déclaratif. Mais à partir du moment où nous sommes américains, je crois que on restera toujours les invités à la table. Alors, on sera plus ou moins à droite ou à gauche ou très très proche, effectivement, de la maîtresse de maison ou de l'hôte. Mais je crois que c'est consubstantiel au fait que les États-Unis et la France partagent une relation de fascination, d'haine, d'amour. Je crois que ces deux nations partagent cette vision d'universalisme. Et donc, ce faisant, il y a toujours ce rapport qui fait qu'il y a énormément d'admiration vis-à-vis des
des États-Unis. Il y a de la crainte. Les Français souhaitent protéger leur modèle et souvent aussi à juste titre, ce qui fait qu'effectivement la France, et notamment dans le domaine culturel, reste une nation qui compte. Donc voilà, donc il faut essayer de trouver la voie de passage ensemble. Je pense que le plus important, c'est essayer d'éviter des caricatures, de mettre des gens dans des boîtes, etc. et des dialogues stériles. Mais je pense que voilà, les choses évoluent aussi parce que le monde change et c'est important de préserver ce que l'on a tout en essayant d'être aussi un peu innovant dans les approches. Anne-Gabrielle parlait de KPI, c'est important. C'est vrai que dans l'imaginaire, en général, la culture américaine est corrélée à la performance, la culture de la performance. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez et sur lesquels vous êtes challengé, Emmanuel ? Alors, je ne sais pas si on est challengé, mais en tout cas, il y a une vraie culture de la performance et puis une culture, comme vous disiez, du KPIs. Donc, on va en permanence chercher des chiffres, des critères objectifs de réussite dans nos projets, dans nos communications, pour l'ensemble de ça. Oui, donc oui, il y a une culture du chiffre, de la performance et de l'objectif qui est très forte. Stéphanie ? Je dirais une culture de l'excellence. C'est vraiment performance, oui, évidemment, et excellence. Les KPIs, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on en a. Et on demande aujourd'hui à toutes les entreprises d'être performantes. Est-ce qu'il faut, à un moment, quand on est à vos postes, faire du lobbying et peut-être le faire de façon plus intense parce que vous êtes un groupe américain, Anne-Gabrielle ? Moi, je considère souvent qu'à nos postes, je le vois souvent comme un rôle de passeur ou d'ambassadeur. Moi, j'ai l'impression d'être ambassadrice de la France toute la journée auprès des États-Unis ou de l'Europe, et j'en suis extrêmement fière, parce que ce soit chez Netflix ou dans des expériences précédentes, cela nous a permis aussi d'obtenir des plans d'investissement substantiels, donc des emplois, des investissements financiers, et c'est ça qui est quand même formidable, c'est que je me rends compte que je suis souvent là pour plaider la France, et il n'y a pas beaucoup besoin de le faire, parce que la France est quand même reconnue sur tout un certain nombre d'indicateurs comme un pays formidable, avec des gens très bien formés, que ce soit dans le domaine de l'innovation, des technologies ou de la culture. Donc voilà. Et de l'autre façon, effectivement, passeur, ambassadrice de l'autre sens, effectivement, des États-Unis ou d'une entreprise qui a peut-être parfois des façons différentes de voir les choses. Nous, on a des méthodes de management extrêmement singulières, très particulières. Il faut pouvoir l'expliciter. Par exemple. Tout est vraiment repensé. Les deux maîtres mots sont liberté et responsabilité. On n'a pas de reporting. Les collaborateurs ont énormément d'autonomie dans tout ce que l'on fait. Les managers doivent être mis en situation de permettre aux gens dans leur équipe de prendre eux-mêmes des décisions. Nous, on est là juste pour donner du contexte et les éclairer. Donc, il y a tout un certain nombre de choses qui fait qu'effectivement, par rapport à des modèles français qui sont souvent assez pyramidaux, hiérarchiques, c'est très, très singulier. Les équipes ont une autonomie vraiment assez incroyable, parce qu'on considère que finalement, ces méthodes de management libèrent la créativité et permettent de tendre vers l'excellence, tout à fait. Donc, et c'est très, effectivement, lorsqu'on arrive dans des groupes, en tout cas comme Netflix, on apprend à désapprendre du modèle français, ça c'est certain. Emmanuel, vous partagez cette expérience aussi ? Il y a une culture d'entreprise spécifique chez vous ? Il y a une culture d'entreprise qui est extrêmement forte. On dit souvent que les salariés chez Coca-Cola viennent pour la marque et restent pour les gens et la culture. Donc il y a une culture d'entreprise qui est très très forte, et on aime parler nous aussi de nos salariés ambassadeurs, comme Anne-Gabrielle. On est avant tout aussi dans une démarche de pédagogie autour de nous, autour de nos parties prenantes. Donc moi j'aime mieux, je vais aller encore plus loin, j'aime bien avoir des ambassadeurs activistes et des salariés ambassadeurs activistes. Parce qu'on le disait tout à l'heure, on est souvent très attaqués, etc. Et on a besoin de faire beaucoup de pédagogie sur nos actions, sur ce que l'on fait, comment on le fait, et avoir une approche qui soit à la fois pédagogique et pleine d'humilité. Je pense que c'est ça aussi qui nous distingue. On a souvent des approches qui sont en matière d'affaires publiques, on en parlait tout à l'heure, aussi qui sont très collectives. Il ne s'agit pas sur ces sujets-là d'aller s'opposer à un groupe français, etc. Donc ça nous oblige à être très pédagogue, à avoir beaucoup d'humilité, et puis de faire en sorte d'inclure nos salariés aussi dans nos stratégies, pour qu'ils aillent porter aussi la parole et cette pédagogie et expliquer nos actions. Stéphanie, vous aussi, vous avez le sentiment que chez IBM, il y a une culture différente par rapport à une boîte française ? Les IBMers sont des IBMers. C'est vraiment... Oui, il y a peut-être encore plus de fierté. Après, IBM, puisque c'est un... Nous, on vend pas, c'est pas un produit, on n'est pas un produit grand public. Donc, c'est vrai qu'on est moins visible. Néanmoins, c'est vrai que
IBM, en fait, les technologies d'IBM sont dans le quotidien de tout le monde. Lorsque vous allez retirer au distributeur, lorsque vous allez faire une transaction, enfin, on est un petit peu partout, même quand vous achetez votre billet de train ou votre billet d'avion. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie fierté des IBMeurs de participer justement à l'amélioration de ce monde, à la facilitation en fait. Donc ils sont extrêmement fiers, peut-être beaucoup plus fiers qu'ailleurs. Et je pense que je ne vous ferai pas le IBMeur un jour, IBMeur toujours, mais on n'en est pas loin quand même, on n'en est pas loin. Vous parlez d'engagements sociaux et sociétaux depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises américaines sont plus engagées ? Elles sont engagées peut-être depuis plus longtemps sur certains sujets. Plus engagées, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Est-ce qu'elles sont plus engagées ? Elles sont engagées différemment, elles sont peut-être un peu plus militantes. Oui, vous parliez tout à l'heure d'activistes, Emmanuel. Effectivement, ça rejoint. On a cette image des entreprises, on pense forcément à Nike par exemple, très très militante. Alors, Coca-Cola a toujours été une marque, et donc du coup, les entreprises ce qu'on appelle le système Coca-Cola ont toujours été très très engagées aussi. C'est dans l'ADN de la marque. On l'avait vu, on le voit dans toute l'histoire de la marque. On l'a vu en 1968, par exemple, quand au moment des émeutes suite à l'assassinat de Martin Luther King, les grandes campagnes de communication de l'époque, c'est Coca-Cola qui asseyait sur le même banc de jeunes hommes noirs avec des jeunes hommes blancs au moment de la ségrégation. C'est fait partie de l'ADN de la marque. Donc cet engagement, il a toujours été très fort. Sur la diversité, sur l'inclusion, j'ai tendance à dire on est plus étendu, l'engagement s'est plus étendu maintenant aussi sur les questions environnementales. Et c'est là qu'il y a peut-être un développement et des développements qui sont beaucoup plus forts aujourd'hui, mais qui ont toujours existé avec cette notion d'impact sur la société et sur son environnement. Anne-Gabrielle, finalement, Netflix est la plus jeune des 3 marques représentées là aujourd'hui. Et en termes d'engagement, est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie de l'ADN ? Oui, bien sûr. Si on prend le sujet de l'inclusion et de la diversité, c'est là aussi, j'ai envie de dire, c'est inhérent presque à notre métier. Parce qu'on pense encore une fois, si vous avez cette ambition d'être une entreprise qui représente le monde dans sa complexité, dans sa diversité, vous devez représenter à l'écran différents modèles, effectivement des acteurs, des rôles. Dans le travail que vous faites avec les scénaristes, le monde, encore une fois, dans sa diversité. Et ça, c'est un travail que l'on fait en permanence, à la fois en faisant des partenariats avec des écoles pour aller chercher les talents de demain, derrière la caméra, devant la caméra. Et je pense aussi parce que c'est une demande, finalement, de nos membres, c'est une demande du monde, de la génération actuelle, de se dire le monde est complexe, le monde est divers et je veux pouvoir me reconnaître à l'écran. Et si vous ne le faites pas, finalement, vous coupez de toute une partie finalement de la population. Donc j'ai envie de dire c'est vraiment totalement consubstantiel à ce que l'on est, l'inclusion et la diversité. Et à la fois nos employés sont extrêmement actifs là-dedans. C'est dans les fois dans le cadre de travail que l'on fait chez Netflix et que l'on propose, et également dans les contenus que l'on produit en permanence. Et également nous en parlions de l'environnement aussi, qu'il a tous effectivement. Je crois qu'il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière sur ces sujets et c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Anne-Gabrielle Dauba-Pantanach, vice-présidente communication relations publiques de Netflix, Stéphanie Glémaud, directrice de la communication d'IBM France, et Emmanuelle Dekerlo, vice-présidente affaires publiques, communication et RSE de Coca-Cola Europe Pacific Partners. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom.